Panel qui porte sur les garanties. Et j'ose espérer que vous êtes bien reposés. On a eu une journée très intense hier. Et aujourd'hui également, ce sera le cas. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce panel ma collègue la professeure, hein, c'est selon, je ne sais pas qu'est-ce que vous préférez, Ndeye Kouma Madeleine Ndiaye. Comme je le disais hier, elle est prof à l'UCAD, elle est directrice des études de l'Institut des métiers du droit. Toujours à ma droite, maître, Ninou, Godwin Amenou, voilà, donc j'y arrive. Et tout près de moi, maître Namaro Mori. Alors, nous allons commencer par la professeure, ensuite par maître Namaro, et on va finir avec maître Godwin, il sera question de réalisation des sûretés et plus particulièrement du pacte commissoire. Le pacte commissoire qui constitue une nouveauté au même titre que l'attribution judiciaire des biens. En parlant de l'agent des sûretés, nous avons une institution à caractère national ou international qui va se charger de l'inscription, de la réalisation, de la constitution de garanties. Et nous avons aussi les sûretés personnelles, notamment le cautionnement, la garantie et la contre-garantie autonome. Donc sans tarder, je vais donner la parole au professeur Ndeye Kouma Madeleine pour son exposé, pour sa présentation. Je vous remercie, monsieur le modérateur et chers collègues. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité et de me donner ainsi l'occasion de me prononcer devant ce charmant public et sur les sûretés. Alors, le thème de ce panel, c'est la structuration des garanties en droit au WADA. C'est un thème assez vaste. Parler des garanties en droit au WADA d'une manière générale, c'est de parler des sûretés. Parce que le droit au WADA réglemente les sûretés, qui sont effectivement des garanties qui rendent sûrs les rapports d'obligation. Alors, ceci étant, le créancier, justement, a besoin d'avoir ces garanties pour être sûr de recouvrer sa créance à l'échéance. Parce que le crédit suppose temps et confiance. Alors, si le créancier a besoin de ces sûretés pour être sûr de recouvrer sa créance, il faudrait que la sûreté soit efficace. Et c'est la raison pour laquelle je me prononce sur la problématique de l'efficacité des sûretés personnelles. Et pourquoi les sûretés personnelles? Parce que je me dis que la question de l'efficacité est beaucoup plus profonde en matière de sûreté personnelle qu'en matière de sûreté réelle. Alors, ceci étant, l'efficacité, c'est quoi? Il n'y a pas de définition juridique, mais les juristes aiment bien recourir à ces notions d'efficacité, d'efficience, etc. Et donc l'efficacité, en réalité, renvoie à l'effet attendu de la sûreté. Et l'effet attendu de la sûreté, au regard du créancier, c'est bien sûr la possibilité pour le créancier de recouvrer sûrement sa créance. Et donc par rapport à ça, l'efficacité de la sûreté devrait s'apprécier
au regard de la Constitution, mais aussi au regard de la réalisation de la sûreté. Donc ce sont mes deux axes d'intervention. Mais avant cela, il faudrait savoir ce qu'est une sûreté. Mon collègue le disait hier, donc nous nous attachons aux définitions des notions et aux définitions des concepts. La sûreté donc, est définie comme l'affectation au bénéfice d'un créancier, d'un bien, d'un ensemble de biens ou d'un patrimoine, afin de garantir l'exécution d'une obligation, avec bien sûr l'obligation dans toute sa latitude, quelle que soit la nature de l'obligation, etc. Alors, partant de cette définition-là, vous voyez que l'affectation au bénéfice du créancier d'un bien, d'un ensemble de biens, renvoie à l'idée de sûreté réelle. Donc ça, c'est un débat. L'affectation au bénéfice du créancier d'un patrimoine renvoie à l'idée de sûreté personnelle. Et les sûretés personnelles, bien sûr, sont le cautionnement et la garantie autonome. Même si, donc, tout à l'heure, nous avons un peu discuté sur l'ouverture du législateur Owada, cette relativité de l'ouverture du législateur Owada consistant à se demander si le législateur Owada a prévu d'autres sûretés, selon son expression, que la garantie autonome et le cautionnement. Mais ça, on pourra en discuter tout à l'heure. Donc j'avais dit que mes deux axes de réflexion sont l'efficacité autour de la Constitution et l'efficacité autour de la réalisation. Et puisque je parle de ces deux sûretés personnelles, le cautionnement et la garantie autonome, je vais d'abord parler au regard de l'efficacité autour de la Constitution, je vais d'abord parler du cautionnement. Et le cautionnement, c'est le contrat, justement par lequel la caution s'engage envers le créancier qui accepte, donc c'est un contrat, à exécuter une obligation présente ou future ou contractée par le débiteur si celui-ci n'est satisfait pas lui-même. C'est ça la définition du cautionnement. C'est un contrat. Et donc la caution s'engage à s'exécuter en cas de défaillance du débiteur principal. C'est le contrat. Mais il y a l'opération de cautionnement qui est une opération triangulaire et qui met en présence le créancier, le débiteur et la caution. Si je prends en compte le contrat de cautionnement en tant que tel, le débiteur est un tiers dans ce contrat-là, mais ce n'est pas un tiers absolu. Dans la mesure où, dans la pratique, les praticiens sont là, et c'est le plus souvent, c'est le débiteur qui propose la caution au créancier. Et même si le débiteur ne propose pas la caution, et cette caution-là, une fois l'engagement constitué, le débiteur devra être informé de cette existence du contrat de cautionnement. Alors, revenant à mon point relatif à l'efficacité au niveau de la Constitution, comment se manifeste cette efficacité? Parce que pour apprécier l'efficacité, il faudra apprécier la simplicité de la Constitution de la sûreté. Et en matière de cautionnement, cette simplicité de la Constitution de la sûreté a été donc prévue par le législateur. Au-delà des débats qui ont été posés avec l'acte uniforme de 1997, parce qu'il y a eu une réforme de cet acte uniforme en 2010, le législateur Owada précise en termes clairs que le cautionnement ne se présume pas, et il se prouve par écrit. Ce qui veut dire que l'écrit est posé en termes donc de formalité de preuve, et non en termes de formalité de validité de l'engagement, avec toutes les conséquences. Donc au regard de la simplicité, c'est assuré. Et par ailleurs, il faudrait assurer que le créancier recouvre sa créance à l'échéance. Donc il ne faudrait pas permettre que la caution se libère facilement. D'où les hypothèses de nullité du contrat de cautionnement sur le fondement, par exemple, de l'erreur. C'est restrictivement interprété par la jurisprudence. Bon, si nous prenons la jurisprudence CCJA, certes, il n'est pas, on ne retrouve pas en réalité donc, de cas pratiques d'invocation par la caution de l'erreur. Mais si on recourt à la jurisprudence française,
l'erreur de la caution est restrictivement interprétée, avec des exemples d'erreurs sur la nature de l'engagement, particulièrement ça, ou bien l'erreur sur l'existence d'autres garanties. Donc la nullité est restrictivement interprétée. L'autre point par rapport à cette efficacité, c'est qu'on exige la solvabilité de la caution en droit au Wada. Donc le créancier a la possibilité d'exiger, d'ailleurs ce n'est pas une possibilité, le législateur au Wada exige la solvabilité de la caution. Et le créancier a le pouvoir, a la prérogative de demander une substitution de garantie ou bien un changement de caution. S'il s'avère que la caution devient insolvable en cours d'exécution du contrat. On exige la domiciliation de la caution dans le ressort de la juridiction où la caution est fournie. Et là, c'est en termes de proximité et d'intérêt pour le créancier. Toujours dans cette optique donc d'efficacité du contrat de cautionnement. Alors, par rapport à la garantie autonome, j'ai dit que pour la Constitution, on raisonnait en termes de simplicité pour le cautionnement. Mais pour la garantie autonome, c'est autre chose. Parce que dans la garantie autonome, l'efficacité va s'apprécier en termes de sécurité juridique. Dans la mesure où c'est un engagement beaucoup plus profond qui, dit-on, met en présence donc une grosse affaire. Et c'est là où l'on exige la validité pour l'écrit. L'écrit est exigé à titre de validité et non plus à titre de preuve. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que sans écrit, avec toutes les mentions qui sont exigées par l'acte uniforme à travers l'article 41, toutes les mentions qui sont exigées à titre de validité. Autrement dit, l'absence de l'une de ces mentions va entraîner la nullité du contrat. Et la CCJA applique rigoureusement justement ces exigences de forme pour ce qui concerne la garantie autonome. Et toujours dans le cadre de la garantie autonome, on exclut les personnes physiques de cette garantie-là. Autrement dit, une personne physique donc, ne peut pas se porter garante dans ce genre de sûreté-là. Il n'y a que les personnes morales qui peuvent s'engager comme garantie en droit ordre, sachant que la jurisprudence française a eu à accepter des cas accepte en réalité la garantie autonome portée par une personne physique. Et c'est ça, d'une manière générale, l'appréciation de l'efficacité au regard de la constitution de la sûreté. Maintenant, au regard de la réalisation de la sûreté, on tient à apprécier cette efficacité, aussi bien pour ce qui concerne le cautionnement que pour ce qui concerne la garantie autonome. Et par rapport au cautionnement, l'appréciation de l'efficacité se fait à travers les modalités de constitution du cautionnement. Parce que le législateur a exigé certes des conditions de fond, mais aussi a un peu ouvert dans la mesure où les parties ont la possibilité d'aménager les modalités de leur engagement. Alors là, l'acte uniforme, certes, pose une présomption de solidarité. Ça, c'est au regard de la protection même du créancier. Et cette présomption de solidarité-là n'était pas posée avec l'acte uniforme de 1997. La présomption de solidarité va protéger le créancier dans la mesure où la caution solidaire ne bénéficie pas de certaines prérogatives de la caution simple, à savoir le bénéfice de discussion ou le bénéfice de division. Le bénéfice de discussion, donc, d'une manière simple, va permettre à la caution de réorienter les poursuites vers le débiteur principal. Alors que le bénéfice de division va permettre dans l'hypothèse où il y a plusieurs cautions, de permettre à la caution qui est poursuivie de demander à ce que la dette soit divisée entre les différentes cautions. Dans l'hypothèse de la solidarité, la caution solidaire n'a pas cette possibilité.
Et ça protège le créancier. C'est une présomption, mais c'est une présomption donc, qui peut être renversée, soit si la législation de l'État le prévoit, ou bien si les parties prévoient expressément dans leur engagement que la caution s'engage en termes simples. C'est l'hypothèse de la solidarité. Les parties peuvent aussi prévoir un certificateur de caution. C'est-à-dire que la caution peut désigner un certificateur qui va, si on veut dire, ce certificateur-là, c'est la caution de la caution en termes simples. Et dans l'hypothèse où il y a un certificateur de caution, le créancier va bénéficier entre guillemets de 3 débiteurs. La caution, le débiteur principal d'abord, la caution et le certificateur de caution. Alors, il y a aussi l'hypothèse du cautionnement réel qui est très important. Très important dans la mesure où dans le cautionnement réel, la caution apporte un bien, il peut s'agir d'un bien meuble ou d'un bien immeuble, en renforcement de sa garantie. C'est très important. Dans le cadre de la réalisation, on le verra, parce que dans la pratique, on se rend compte que les cautions, qui sont le plus souvent les banques, ne s'exécutent pas comme ça d'une manière spontanée. Alors là, ce qui est important pour le créancier dans l'hypothèse du cautionnement réel, c'est que dans le cas où la caution s'engage, apporte un bien en renforcement de sa garantie, pour l'exécution, c'est le bien qui sera réalisé au profit du créancier par n'importe quelle modalité de réalisation. Je vais laisser à Maître de revenir sur ces points-là. Et si c'est une réalisation, si c'est un bien immeuble par exemple, réalisation par la voie de la saisie immobilière, le créancier pourra bénéficier du droit de préférence. Ce qui n'est pas le cas du cautionnement ou de cautionnement, je ne veux pas dire ça, mais du cautionnement, donc dans l'hypothèse où il n'y a pas justement ce cautionnement réel. Parce que lorsque la caution ne s'exécute pas d'une manière spontanée, c'est la simplicité qu'on cherche dans l'hypothèse du cautionnement, mais lorsque la caution ne s'exécute pas d'une manière spontanée, le créancier sera obligé de rentrer dans les travers de la saisie. Et en l'absence de cautionnement réel, justement, ce créancier-là va devenir un créancier chirographaire. Et c'est ça le danger. D'où l'intérêt de ce cautionnement réel. Et toujours exiger que la caution s'engage en couvrant la dette aussi bien en principal, en intérêt et en accessoire. Si l'on accepte une caution qui ne couvre qu'une partie de la dette, pour l'autre partie, le créancier est un créancier chirographaire. Alors, pour la garantie autonome, son efficacité donc, au point de vue de la réalisation va s'apprécier au regard même de la nature de l'engagement du garant. Parce que là où dans le cautionnement, nous avons un contrat unilatéral, accessoire au contrat principal, dans la garantie autonome, il y a une certaine autonomie de l'engagement du garant. Une relative autonomie de l'engagement du garant. Donc, qui s'engage à titre personnel, et l'on dit que son engagement, donc c'est un engagement unilatéral. Je ne sais pas si vous faites la différence en droit entre engagement unilatéral et contrat unilatéral. Donc, l'engagement unilatéral de volonté de la part du garant. Ce qui fait qu'il n'a pas la possibilité d'exciper d'exception tirée du contrat de base. Enfin, c'est le législateur qui parle de contrat de base. Et c'est le législateur qui, curieusement aussi, parle d'autonomie. Mais en tout cas, le garant n'a pas la possibilité, comme la caution, de dire que, par exemple, le contrat de base est nul, je me retire. On ne lui permet pas ça. En tout cas, théoriquement, l'acte uniforme rejette cela, même si dans les clauses du contrat, on se rend compte que le garant a la possibilité d'exciper d'exception tirée de la relation entre le bénéficiaire et le donneur d'ordre. Mais cela dit, le garant, avant de s'exécuter, doit donc transmettre la demande au donneur d'ordre. Et le donneur d'ordre aura la possibilité de s'opposer au paiement par le garant dans 2 hypothèses seulement. Lorsque l'appel à garantie est frauduleux ou bien lorsque l'appel à garantie est abusif.
Et peut-être là, si l'on rentre dans le fond des discussions avec ces deux considérations, l'on se rend compte que ces hypothèses de fraude ou d'abus vont peut-être renvoyer aux exceptions de la caution. Mais ce sont des interprétations, ce sont des débats en n'en plus finir. Alors, pour faire simple et en résumé, les inconvénients de ces sûretés-là, je les ai déjà brossés. L'exécution spontanée par la caution ou le garant n'est pas aussi fréquente que ça. Ce qui fait que le créancier ou le bénéficiaire risque de rentrer dans les travers de la saisie, etc. Et risque de se retrouver donc en une simple qualité de créancier chirographaire, ce qui n'est pas bien. Et l'autre inconvénient, c'est que en réalité, ce sont des sûretés qui n'échappent pas, malheureusement, aux procédures collectives, contrairement aux sûretés réelles qui créent une situation d'exclusivité au profit du créancier. Par exemple, les sûretés propriété. Voilà, ce sont ces précisions que j'avais à faire par rapport à ce thème-là. Mais sachez que, comme je l'ai dit au début, il y a plusieurs sûretés. J'ai parlé des sûretés personnelles, mais si vous avez des interventions, bien des questions à poser sur les sûretés réelles, je crois que nous sommes à votre disposition, parce que nous sommes dans l'impossibilité en réalité de faire le tour de toutes les sûretés en 15 minutes. Voilà, je vous remercie pour votre aimable attention. Exposé très clair. Et là, je sens vraiment la patte de juriste. Là, j'ai mon plan en première partie, grand A, grand B, grand 2, grand A, grand B. Donc là, je perçois très bien ce que vous avez dit. En tout cas, je vous remercie et vous félicite. Je reprends très rapidement. Donc, les deux parties sont claires. Vous vous intéressez à l'efficacité des sûretés personnelles du point de vue de la Constitution et de la réalisation. Donc, pour le cautionnement, on exige un écrit, mais pas à titre de validité, mais à titre de preuve. Vous avez aussi comme autre élément d'efficacité la solvabilité de la caution, possibilité aussi de substitution, de garantie, domiciliation de la caution. Alors pour la garantie autonome, là l'écrit est exigé à titre de validité et n'importe qui ne peut pas se porter garant, il faut que ce soit des personnes morales. Alors relativement à la réalisation, vous êtes intéressé aussi d'abord au cautionnement en tant que tel et ensuite à la garantie autonome. Et là, vous nous avez parlé de la présomption de solidarité qui, elle aussi, n'était pas exigée dans l'acte uniforme de 97. Vous nous avez aussi parlé du cautionnement réel. Et pour la garantie autonome, vous avez mis en évidence le principe selon lequel le garant ne pourrait pas opposer des exceptions, sauf dans certains cas, notamment des cas de fraude et d'abus. J'espère que j'ai fidèlement reproduit en tout cas ce que vous avez dit. Donc sans transition, je passe la parole à Madame à Maître Namaro Mori. Bonjour à tous. Alors mon propos portera sur l'agent des sûretés OHADA. L'agent des sûretés OHADA a été mis en place par l'acte uniforme portant organisation des sûretés qui est entré en vigueur le 15 mai 2011. À la fois contrat et une véritable institution, l'agent des sûretés s'inscrit dans une logique de sécurisation des investissements. Et le but ici, pour les législateurs OHADA, était de permettre Donc pour les législateurs OHADA, le but était de permettre la relance économique en favorisant un meilleur accès au crédit. L'ambition affichée était d'améliorer l'efficacité,
comme le professeur l'a dit, était d'améliorer l'efficacité des sûretés disponibles et en encadrant également les prêts et par une organisation des collectivités des créanciers. Donc, ce qu'il faut retenir de l'agent des sûretés, en tout cas, c'est de savoir que l'agent des sûretés est là pour la sécurisation des investissements et notamment il constitue une sécurité pour les pools bancaires. Et ce point est très intéressant parce que le législateur OHADA précise que l'agent de sûreté est forcément une personne morale. Personne morale, il faut comprendre que l'agent de sûreté est une personne morale, mais c'est avant tout un établissement de crédit ou une institution financière. Cette précision est importante dans la mesure où on s'aperçoit finalement que l'institution de l'agent des sûretés met en place un quasi monopole, si je peux dire, par rapport aux petites et moyennes opérations de financement qui caractérisent quand même tout de même le secteur économique africain. Et dans ce contexte-là, le droit des sûretés revêt une importance stratégique dans l'octroi des financements et le financement des investissements. Nous savons tous que les sûretés visent à prémunir les créanciers contre l'insolvabilité ou le refus de payer des débiteurs. Et elles constituent à ce titre, pour certains auteurs, la rançon du crédit. Ce droit révèle nécessairement le développement du secteur privé et la stabilité du secteur financier. C'est essentiellement dans cette logique que la révision de l'acte uniforme s'est inscrite avec l'établissement de l'agent des sûretés. Comme je l'ai évoqué précédemment, l'agent des sûretés est une sécurité pour les pôles bancaires. Donc c'est une personne morale, comme je l'ai dit. Et comme je l'ai évoqué, c'est une personne morale et le fait que ce soit une personne morale, d'abord une institution financière et également un établissement de crédit, cela se fait au détriment des opérations de financement qui soutiennent incontestablement le tissu économique africain, caractérisé par la prédominance du secteur informel. Les sûretés concernées sont les sûretés personnelles, les sûretés réelles, mais également toute opération de l'exécution, toute garantie, de l'exécution d'une obligation. Alors, l'agent des sûretés est à la fois un contrat, mais également une institution, une véritable institution. Et ce caractère sui generis de l'agent des sûretés est un facteur de souplesse finalement, parce qu'il permet aux parties de s'organiser dans le pool bancaire et d'adapter l'agent des sûretés dans leurs opérations, dans les opérations qu'ils souhaitent mettre en place et dans leurs rapports, dans les rapports entre eux, entre les garants et entre les investisseurs. Le rôle de l'agent des sûretés est défini à l'article 5 de l'acte uniforme. Il est chargé de la constitution, de l'inscription et de la gestion de toute sûreté, et le cas échéant de la réalisation également des sûretés. Donc, comme je l'ai évoqué, l'agent des sûretés est à la fois une véritable institution et il emprunte aux règles de la fiducie et du contrat de commission. Ces caractéristiques sont si larges qu'on pourrait dire qu'il englobe tous les points positifs, finalement, des mécanismes qui existent actuellement dans les principaux systèmes juridiques. C'est le cas en droit français avec la fiducie, avec le contrat de commission. C'est également le cas en droit anglo-saxon avec le parallèle d'EB. On a également en droit anglo-saxon le représentant fiduciaire, qui est un mécanisme qui s'apparente également
à l'agent des sûretés. Donc, comme je vous l'avais dit, ce caractère-là, sui generis, permet également une certaine souplesse qui est finalement favorable à cette institution. L'agent des sûretés est bien évidemment un contrat nommé. Pour mettre en place la désignation de l'agent des sûretés, se fait à partir d'un contrat dont certaines avec des mentions qui sont obligatoires, et ces mentions obligatoires sont liées à l'obligation garantie. Donc, ces mentions obligatoires, il faut y voir par exemple la nature de l'obligation, la nature, mais également l'assiette, la nature, l'identité de l'agent des sûretés, qui est forcément une personne morale, un établissement de crédit ou une institution financière, mais également des mentions telles que l'identité en tout cas des membres du pool bancaire. Donc, toutes ces mentions sont obligatoires et leur défaut aboutira forcément à la nullité du contrat de désignation de l'agent des sûretés. Bien évidemment, la désignation de l'agent de sûreté peut intervenir postérieurement à la constitution des sûretés. Alors, sur la mission de l'agent des sûretés, sa mission est prévue à l'article 8 de l'acte uniforme. Il s'agit d'une mission de représentation des créanciers dans leur rapport avec les débiteurs, mais également avec leurs garants. Donc, essentiellement une mission de représentation. Donc, le point important ici, c'est de savoir que dans l'exercice de sa mission, l'agent des sûretés a juste besoin d'évoquer sa qualité d'agent des sûretés. Il n'a pas besoin d'un pouvoir particulier pour exercer sa mission auprès notamment pour rester en justice. Il n'a pas besoin d'un pouvoir particulier pour rester en justice dans l'intérêt justement des créanciers qu'il représente et pour lesquels il agit. L'agent des sûretés met en place également un patrimoine d'affectation. Les biens sont affectés à l'agent des sûretés pour garantir en tout cas, les sûretés. Et ce qui est intéressant de voir ici, c'est que le patrimoine qui est affecté à l'agent des sûretés doit être distinct de son patrimoine propre. Et c'est la véritable difficulté dans la mesure où l'agent des sûretés ne doit pas considérer ce patrimoine qui lui est affecté dans le cadre de sa mission comme étant son patrimoine propre, ou alors tout simplement comme lui appartenant. Il faut bien faire une distinction entre le patrimoine qui est détenu par l'agent des sûretés dans le cadre de son activité d'agent des sûretés en tout cas, et son patrimoine propre. Et c'est la véritable difficulté dans la mesure où justement le patrimoine d'affectation qui est affecté dans sa mission doit être restitué à la fin de sa mission. Donc c'est un point essentiel et c'est toute la difficulté de l'exercice. Donc, sur le rôle de l'agent des sûretés, je l'avais évoqué, l'agent des sûretés est chargé de la constitution, de l'institution et de la gestion de toute sûreté. Donc, ça englobe toutes les sûretés, mais finalement, l'agent des sûretés doit rester une personne morale, comme je l'avais indiqué. L'avantage de l'agent des sûretés, c'est qu'il fournit aux prêteurs la sécurité suffisante dans le cadre de leurs opérations de financement. Et le seul point négatif sur ce mécanisme qui a été mis en place par le législateur OHADA, c'est finalement qu'il n'est pas adapté au secteur informel en tout cas, il n'est pas adapté au secteur économique africain. Et donc il serait souhaitable que ce mécanisme prenne en compte finalement les exigences du secteur informel
qui représente tout de même 80% du tissu économique africain. Voilà, je vous remercie, c'est tout ce que j'avais à dire sur l'agent des sûretés. Merci Maître pour cet exposé. Alors je retiens deux grandes idées. Je commencerai par dire que vous avez mis en évidence les caractéristiques, le rôle et la mission. Ensuite, vous avez parlé du patrimoine d'affectation. Alors, pour ce qui concerne les caractéristiques, vous vous êtes dit que c'est une situation, disons, plus ou moins sui generis. Parce qu'on a à la fois un contrat et une institution. Ensuite, vous êtes intéressé au rôle, qui est celui de la constitution, de l'inscription, de la réalisation des sûretés. Et vous avez dit que c'est toutes les sûretés qui sont concernées par l'agent des sûretés, en précisant bien évidemment que c'est un contrat nommé avec des mentions obligatoires. Alors pour la mission, c'est une mission de représentation, et aussi vous avez parlé du patrimoine d'affectation, c'est-à-dire qu'une fois que l'agent des sûretés reçoit le patrimoine, il doit avoir un patrimoine distinct, n'est-ce pas, de celui qui lui a été confié, d'où la question de la restitution à la fin de sa mission. Et vous avez fini, et ça c'est la deuxième partie de votre intervention, par dire que, étant donné que l'agent des sûretés, c'est forcément une personne morale, institution financière ou établissement de crédit, donc ce n'est pas un système adapté, n'est-ce pas, au secteur africain qui est caractérisé par au continent africain qui est caractérisé par le secteur informel. J'espère avoir été fidèle à ce que vous avez dit. Donc, sans transition, je passe la parole à Maître Amenuyo pour la réalisation des sûretés et plus particulièrement le pacte commissoire. Merci beaucoup, professeur. Qu'un seul terme manque à la rédaction d'une garantie autonome, par exemple, pour que la garantie soit annulée. Il suffit que, au niveau des conditions même du bien qui doit faire l'objet de la garantie, qu'une petite chose manque pour que cela soit annulé. Et il y a même des pratiques un peu dangereuses. La loi dit par exemple qu'une hypothèque ne peut porter, sauf disposition nationale contraire, que sur des immeubles hypothéqués. Or, je sais qu'il y a des établissements de microfinance chez nous qui accordent même des hypothèques alors que l'immeuble n'est pas immatriculé. Il y a un document administratif que nous appelons souvent ici les 3 tampons, qui essentiellement consiste à savoir où se trouve l'immeuble dans l'espace. Un établissement de microfinance prend ça et accorde le crédit. C'est honnêtement très dangereux, parce que vous ne savez pas, tant que l'immeuble n'est pas immatriculé, s'il ne pourrait pas y avoir des bouleversements sur la propriété de cet immeuble-là. Donc, la réalisation de la garantie va donc commencer dès le départ, dès la manière dont on a rédigé ces garanties-là. Le professeur Ndiaye a beaucoup plus parlé des sûretés personnelles. On a aussi des sûretés réelles, beaucoup plus nombreuses, et c'est l'un des points sur lesquels je disais que la loi elle est assez dirigiste, parce que les sûretés réelles sont limitativement énumérées par la loi. Vous ne pouvez pas constituer une sûreté réelle en dehors de ce qu'a prévu la loi. Bon, sûreté réelle, le mot réel, bon, l'origine elle est latine. Réel vient de res qui signifie chose. Les sûretés réelles sont des sûretés qui portent sur les choses. Voiture, maison, immeuble ici ou là, tout simplement. Donc, ces sûretés réelles, leur avantage premier est qu'ils confèrent droit de suite et de préférence au titulaire de la sûreté. Ce qui signifie par exemple que si une hypothèque, un immeuble est grevé d'hypothèque et qu'il vient être vendu, l'hypothèque va suivre cet immeuble-là. Peu importe celui entre les mains duquel celui qui est propriétaire de l'immeuble, dès lors que je suis créancier hypothécaire, je peux procéder au recouvrement de cette hypothèque.
raison pour laquelle aussi il est exigé par la loi de procéder à la publicité des sûretés réelles par leur inscription au registre du commerce et du crédit immobilier, qui permet à toute personne intéressée de savoir si telle personne a déjà peut-être plusieurs sûretés qui portent sur tel ou tel de ses biens, d'autres petits éléments qui peuvent jouer en face du fournisseur de crédit. Le fournisseur de crédit a accès à cette information-là. Donc, s'il se rend compte que vous avez déjà beaucoup de sûretés sur un seul immeuble, ne soyez pas surpris si peut-être il hésite à vous accorder encore le prêt que vous avez demandé. Je voudrais aussi dire là-bas que lorsqu'on constitue une garantie, il faut dès le départ envisager, on ne le veut pas, mais le pire scénario possible. Lorsque vous constituez une garantie, ne constituez pas une garantie sur un immeuble qui vous tient à cœur, tout simplement. Ne constituez pas un gage sur une voiture à laquelle vous êtes attaché sentimentalement. Parce que beaucoup pensent que la garantie, c'est juste ce dont j'ai besoin pour compléter mon dossier de prêt pour que la banque, l'établissement financier ou le fonds d'investissement m'accorde le prêt demandé. Mais il n'est pas impossible qu'il y ait des difficultés pour rembourser et en ce moment que l'on doit réaliser la garantie. Donc, si l'hypothèque porte peut-être sur la maison que vous habitez avec votre conjoint et vos enfants, je crois qu'il y a réellement là-bas du souci à se faire. Donc, il faut aussi savoir choisir le bien concerné. En matière de réalisation des sûretés, on n'a pas le temps d'aborder tous les aspects, mais retenons simplement que la sûreté confère au créancier le droit de vous poursuivre en justice, le droit de procéder à l'exécution forcée des sûretés. Scénario classique, on va au tribunal, la sûreté peut aussi avoir, la convention de sûreté peut aussi avoir prévu le recours à un arbitrage et dans le cadre de ces contentieux, on procédera à l'exécution de ces sûretés. Maintenant, pour rendre plus efficaces certaines sûretés, le législateur de 2010, et là j'aborde plus spécifiquement le pacte commissoire, le législateur avait introduit ce que l'on appelle le pacte commissoire, qui permet de procéder plus rapidement à la réalisation d'un gage ou d'une hypothèque. De quoi il s'agit? Le pacte commissoire, c'est une convention par laquelle il est prévu que le bien qui fait l'objet de la garantie, en cas de non-paiement, deviendra automatiquement la propriété du créancier. Si par exemple, c'est un immeuble hypothéqué et que la dette n'est pas payée, le créancier hypothécaire peut devenir automatiquement propriétaire de l'immeuble hypothéqué sous réserve de respecter un certain nombre de conditions. Autre observation dans la pratique, c'est que cette institution semble être méconnue. J'avoue que je ne comprends pas très bien pourquoi. Et le débat a été relancé il y a 2 ans par un arrêt de la Cour commune de justice et d'arbitrage, je parle sous le contrôle du président, qui avait été rendu à propos d'une manière dont nos établissements utilisent la technique de la datation en paiement. La datation en paiement, on le sait, c'est une modalité d'exécution d'une obligation. En principe, ce n'est pas une garantie. Nous avions une loi de 88 ici qui avait fait de la datation en paiement une sûreté. Et contrairement au pacte commissoire, la datation en paiement pouvait même porter sur un immeuble d'habitation. Ce genre de clause, il y a des entrepreneurs ici, je ne serais pas étonné peut-être qu'ils se soient retrouvés dans des situations où on leur a demandé de mettre un immeuble par avance en datation en paiement dans le cadre d'une convention de prêt. Donc, cette institution, en réalité, dès que l'acte uniforme, le premier, a été adopté en 1997, cela n'existait plus. Pourtant, les conventions ont continué, les rédacteurs des conventions ont continué à insérer cette clause-là, jusqu'à ce qu'un contentieux ne surgisse, qui a abouti à un arrêt rendu par la CCJA, si ma mémoire est bonne, le 22 février 2018,
qui clairement rappelait que la datation en paiement n'est pas une sûreté. Beaucoup ont ressenti cette décision comme créant un vide. Je pense que non. Parce que l'idée du recours à cette datation en paiement était de rendre plus efficace la réalisation d'une hypothèque. Plus besoin de faire un long procès pour que je puisse devenir propriétaire de l'immeuble, objet de l'hypothèque. Or, le pacte commissoire aboutit déjà à la même réalité. Donc, par conséquent, il n'y a pas de vide là-bas. Je crois peut-être que c'est un problème d'information. Surtout que malgré l'arrêt dont je viens de parler, il y a encore des conventions qui sont rédigées aujourd'hui qui comportent cette clause de datation en paiement qui en réalité est nulle. En le faisant, celui qui a rédigé l'acte s'expose notamment à la poursuite de sa responsabilité professionnelle. Donc, aux chefs d'entreprise présents dans la salle, si éventuellement vous devriez vous retrouver dans une situation où on vous demande de mettre un immeuble en datation en paiement, vous êtes parfaitement en droit de dire que la datation en paiement, comme une sûreté, je ne dis pas comme une modalité de paiement, ça existe toujours, comme une sûreté n'est plus admise, il peut y avoir recours à un pacte commissoire. Bref, pour terminer, je voudrais juste dire que lorsque l'on veut procéder à la constitution d'une garantie, il faut s'assurer de sa conformité au texte, tout bonnement en ayant recours aux lois concernées, parce qu'à l'époque des faits, on aboutit à des surprises où chacun pense qu'il peut rédiger la garantie comme il le veut, et il y a même des institutions, j'ose dire historiques, qui survivent. Vous verrez par exemple dans les conventions où on parle encore d'anticrèse, alors que ça fait plus de 20 ans que cela n'existe plus dans l'espace Rwanda. Donc, pour s'assurer de l'efficacité des sûretés, tout commencera d'abord par la manière dont cela est rédigé, et il y a des techniques que la loi a prévues pour renforcer l'efficacité de certaines sûretés, telles que le pacte commissoire. Merci pour votre attention. Je vous remercie, maître. Mais vous aussi, un très bon universitaire aussi. Hein. Vous nous avez permis de comprendre très facilement de quoi vous parliez. Alors, je commence par là où vous avez commencé. La réalisation commence par le montage de la sûreté. Donc, en réalité, c'est deux grandes idées également. Donc, un problème de montage, et ensuite, vous avez parlé d'un changement de paradigme. Concernant le montage, d'abord, il faut une conformité à la loi. Pourquoi? Parce que vous vous êtes rendu compte, n'est-ce pas, que dans la pratique, il y a par exemple des biens qui sont donnés en hypothèque sans immatriculation, alors que le législateur précise bien que seuls les biens immatriculés font l'objet d'hypothèque. Ensuite, vous êtes intéressé également à l'aspect affectif. Et là, c'est un conseil que vous donnez. Tout bien n'est pas à donner en garantie. Vous avez parlé, par exemple, d'un immeuble à usage d'habitation, n'est-ce pas, qui contient un aspect affectif. Et enfin, vous nous avez exposé, et ça c'est le deuxième part de votre intervention, le changement de paradigme qui malheureusement est ignoré. Changement de paradigme au niveau de l'OHADA, ignoré parce que dans la pratique, on continue toujours à insérer une clause de datation en paiement dans les contrats, alors que la CCJA, en 2018, avait bien dit que la datation en paiement n'est pas une sûreté. Et donc, ça veut dire que vous conseillez le recours au pacte commissoire qui pourrait certainement éviter beaucoup de tracasseries aux créanciers. Donc, je pense avoir reproduit fidèlement ce que vous avez dit. Voilà. Donc, la parole maintenant reviendra au public pour d'éventuelles questions. La parole est à qui voudrait la prendre. Merci beaucoup pour la présentation. Bonjour à tous.
je dis vraiment un grand merci au présentateur. C'était très bon et très riche. Et ce thème me tient particulièrement à cœur. Est-ce que, parlant des sûretés réelles, est-ce que le numerus clausus qui a été formulé ou tel que retenu par le législateur n'est pas un frein? En réalité, c'est déjà un frein à la liberté contractuelle, mais ce n'est pas un frein à l'économie. Parce qu'aujourd'hui, en droit français, nous voyons qu'avec la réforme du droit des biens, du droit des obligations et du droit des sûretés, on est libre de créer aujourd'hui des sûretés réelles. Mais en droit au WADA, le législateur s'est débrouillé pour tout verrouiller. Mais là, je me demande à la longue, comment est-ce qu'on pourra encore créer du droit? Comment est-ce qu'on pourra rénover ce droit? Est-ce qu'on va imposer, on va créer, après on va dire qu'on a encore créé nos sûretés, et nous l'imposer, si en réalité c'est la pratique qui génère le droit? C'est un peu ça mon souci. Ensuite, en parlant de l'écrit dans les sûretés personnelles, c'est dit que dans le cautionnement, c'est à titre probatoire. Mais quand je vois ce que l'article dit, que les sûretés le cautionnement ne se présume pas, il se prouve par un acte contenant la mention écrite de la caution. Si c'était à titre probatoire, pourquoi est-ce que la preuve ne devrait pas être libre? Parce que là, ça veut dire que de manière indirecte, on nous dit qu'il faut forcément rédiger l'acte de cautionnement. Parce qu'avec l'acte uniforme de 1999, c'était vraiment imposé. Il y a eu un débat là-dessus, mais maintenant on déplace le débat, on change juste les mots et on revoit la même chose. C'est un peu ça le problème. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci, madame. Oui. Merci, monsieur le modérateur. Je suis Thérèse Dono, avocate au barreau du Togo. Je voudrais d'abord revenir sur le thème du jour, parce que je suis un tout petit peu restée sur ma soif. Je me demandais pourquoi ne pas intituler ce thème « Les sûretés en loi WADA ». Parce que lorsqu'on met les garanties, je m'attendais à ce qu'il y ait aussi les garanties prévues par le Code civil dans sa version en vigueur dans nos pays. Au Togo, je précise qu'au Togo, c'est toujours le Code civil de 1956 qui est en vigueur. Et je m'attendais à ce qu'on nous explique un tout petit peu le sort ou ce qu'il en est des garanties de façon générale dans l'espace WADA. Il y a des garanties qui subsistent, mais qui n'ont pas été prises en compte par le WADA. Et on sait que celles qui ont été prises en compte par le WADA sont les sûretés. On a les garanties de risque caché, les garanties de bonne exécution. Il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas été prises en compte. Quel est le sort de ces garanties-là dans l'espace WADA? J'aurais aimé que les présentateurs reviennent sur ces points. J'ai une deuxième préoccupation qui concerne le sort de la caution lors de l'ouverture d'une procédure collective. Il y a un arrêt de 2015, je n'ai plus le dispositif en tête, un arrêt de la CCJA justement, qui a retenu que même lorsque la société débitrice, la principale débitrice est en redressement judiciaire ou il est ouvert une procédure collective à son encontre, la caution peut être réalisée. Il y a un arrêt de la CCJA de 2015. Mais moi, je réfléchis toujours, surtout lorsque la caution est une caution simple. Parce que dans le cadre d'une caution simple, on sait qu'elle elle a le bénéfice de discussion. Quel est votre sentiment au regard de cet arrêt de la CCJA qui a retenu qu'on pouvait réaliser la caution même dans le cadre de l'ouverture d'une procédure collective contre le débiteur principal. Mon autre préoccupation concerne la présentatrice, celle qui a exposé l'agent des sûretés. Alors, j'ai pu comprendre, je me demande, quelle est la garantie
quelle garantie apporte l'agent de sûreté aux créanciers et aux banques? Parce que je n'ai pas su comprendre que ce soit une institution qui est protectrice des intérêts des créanciers. Peut-être que vous l'avez dit, ça m'a échappé. J'apprécierais énormément si vous pouvez revenir sur ce point. Aussi par rapport au pacte commissaire, j'attendais Maître Amélie Mou sur ce point, mais je ne l'ai pas vu venir. Les conditions de validité du pacte commissaire, il me semble que le pacte commissaire ne doit pas être constitué sur un immeuble d'habitation. Ah, ok, d'accord. Ma préoccupation est la suivante. Lorsqu'on parle d'immeuble d'habitation, que veut dire le législateur? Est-ce que le constituant, ça concerne l'habitation du constituant ou un immeuble donné à bail pour usage d'habitation? De quoi parle le législateur concrètement? Et pour finir, je ne vais pas trop vous embêter. Pour finir... Rassurez-vous, on n'est pas embêté. L'arrêt de la CCJA qui est relative à la datation au paiement, c'est une décision qui est tombée, qui nous a tous bouleversés, surtout pour nous au Conseil des banques. Je me réjouis de ce que le président du tribunal de commerce soit dans la salle, je le salue au passage, parce que nous avons déjà eu à plaider un dossier dans ce sens-là. Moi, je voudrais savoir quel est le sort des dations en paiement réalisées avant même l'arrêt de la CCJA. Merci. Oui, une dernière question. Oui. Provisoirement, bien sûr. Oui. Merci, je suis Eric Ataï, je suis chef d'entreprise et en tant que tel, j'aimerais poser la question suivante. Depuis hier, en vous écoutant, et particulièrement aujourd'hui, on se rend compte du niveau de notre ignorance. Nous avons particulièrement appris que le sujet est très dense et que ce n'est pas forcément tous les cabinets d'avocats ou tous les avocats qui peuvent maîtriser ce sujet. Alors, lorsque vous rentrez dans un cabinet d'avocats, vous ne savez pas a priori leurs compétences ou leur capacité à régler tous les problèmes. Maintenant vient la question, quand vous êtes sur un cabinet face à un problème qui vous rédige un contrat et que vous vous rendez compte à la fin, lors d'un litige, que ce cabinet a omis un côté technique qui vous crée des préjudices. Quelle est la protection que vous avez, vous clients, qui lui avez fait confiance? Première question. Deuxième question, j'ai entendu M. Tanquin, si je n'ai pas gratté son nom, j'espère, dire tout à l'heure, lorsque vous faites l'acquisition d'un immeuble hypothéqué, l'hypothèque vous suit, ce qui est logique. Et que vous devez faire attention en regardant un peu dans les documents publiés pour voir s'il n'y a pas d'hypothèque qui pèse sur l'immeuble que vous achetez. J'avoue que pratiquement c'est très compliqué. Parce que si quelqu'un fait l'hypothèque sur son immeuble, vous n'allez pas passer votre vie à aller, depuis la création de l'immeuble, pour aller vérifier quelles sont les choses qui sont publiées. On sait que quand on acquiert un immeuble et qu'on fait le transfert de propriété, au niveau du cadastre, du domaine et tout ce que vous voulez, eux, ils enregistrent chez eux l'hypothèque. Lors de ce transfert, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est prévu pour qu'on sache, sans être obligé d'aller fouiller de la paperasse, qu'il y a une hypothèque qui pèse sur cet immeuble-là? Donc, comment l'utilisateur commun, de façon pratique et simple, peut s'assurer si oui ou non il y a ce genre de garantie sur son bien qu'il vient d'acquérir. Merci. Voilà, nous allons commencer les réponses à la première série de questions. Qui voudrait bien commencer? Je vous remercie, monsieur le modérateur. Alors, pour les questions de madame, par rapport à l'écrit qui concerne le cautionnement, vous avez parfaitement raison. Hein.
il y a eu un semblant d'évolution de l'acte uniforme de 1997 à l'acte uniforme de 2010. Semblant d'évolution dans la mesure où, dans l'acte uniforme de 1997, il n'était pas précisé justement la valeur de cet écrit en matière de cautionnement. Et la question était renvoyée au débat doctrinaux et au débat jurisprudentiel. Certains soutenaient que l'écrit était exigé à titre de preuve, d'autres à titre de validité, et justement, la CCJA avait été cette position selon laquelle l'écrit est exigé à titre de validité. Maintenant, avec la réforme, certainement son influence doctrinale, on a rédigé l'acte uniforme en ces termes-là, que le cautionnement ne se prouve pas, ne se présume pas, ce qui veut dire que le cautionnement doit être exprès. Autrement dit, le consentement doit être expressément exprimé, mais le législateur poursuit pour dire qu'il se prouve par écrit. Et c'est là certainement l'écrit est exigé à titre de preuve. Alors, vous dites pourquoi l'on ne dirait pas qu'on pouvait prouver par tous les moyens, par tout moyen, comme on dit. Bon, c'est certes, vous savez que même dans un droit commun, pour les actes juridiques dont l'objet dépasse une certaine valeur, si c'est un droit sénégalais, c'est on exige la preuve par écrit. Ça, c'est une question de sécurité juridique. Moi, je ne blâme pas le législateur sur ce point-là, d'exiger l'écrit. Mais ce qu'il faudrait dire, c'est que, comme vous l'avez dit, c'est un semblant en réalité de simplicité, dans la mesure où l'écrit est tellement important qu'on se dit, mais pourquoi en réalité ne pas ériger cet écrit-là en termes de validité et pas simplement en termes de preuve. Moi, je réfléchis dans ce sens-là. Et dans la mesure où on nous exige un écrit avec des mentions, avec un formalisme assez particulier, une mention écrite de la main, de la caution, etc. Et cela dit, vous savez, lorsqu'on exige l'écrit à titre de validité, s'il n'y a pas de problème d'exécution, il n'y a aucun problème parce que la caution s'exécute et l'engagement est valable. Maintenant, le problème se trouve quand il y aura par exemple un contentieux. S'il y a un contentieux et que la caution, par exemple, refuse de s'exécuter ou bien nie s'être engagé dès le départ, c'est là où se posera le problème de preuve. Peut-être le législateur raisonne dans ce sens-là. S'il n'y a pas de contentieux, s'il n'y a pas de contestation, on n'a pas besoin de preuve. Et l'engagement est valable. C'est là où se trouve certainement ce choix du législateur-là d'opter pour la simplicité. Mais vous n'avez pas parfaitement raison. L'importance de l'écrit est telle qu'on se dit, mais pourquoi le législateur entièrement n'a pas fait de cet écrit-là une exigence de validité. C'est certainement que le législateur a voulu suivre peut-être l'évolution de la jurisprudence en France, qui a fait de l'écrit aussi une formalité de acte probationnel et non acte validateur. Très pertinent. Vu l'importance, vu la valeur de l'écrit en matière de cautionnement, on aurait pu ériger cet écrit-là à titre de formalisme de validité. Alors, l'autre question, c'est les garanties en droit OHADA. C'est par rapport au thème. Les garanties, n'oubliez pas que c'est les garanties en droit OHADA. Ce n'est pas dans l'espace OHADA. Il y a une différence. Le droit OHADA, c'est les actes uniformes, c'est les traités, c'est les textes de l'OHADA. Et c'est lorsqu'on parle de l'espace OHADA qu'on met le droit OHADA et les droits nationaux. Je crois que le thème, c'est les garanties en droit OHADA. Voilà. Et nous, les garanties en droit OHADA, ce sont les sûretés. Alors maintenant, ce que vous dites, les garanties de bonne fin, du gouvernement local, de bonne exécution, etc., c'est les garanties autonomes. Ce sont des modalités de garantie autonome. Parce que la garantie autonome, comme ça, les modalités sont tirées de la pratique. Et il y a plusieurs modalités. Si vous visitez un peu le monde des affaires, voilà, ces modalités-là ne sont pas fermées. Et c'est certainement peut-être l'intérêt du législateur d'ouvrir un peu pour dire les sûretés au sens du présent une fois. Ce que vous dites là comme exemple, garantie de bonne exécution, c'est une garantie autonome.
Je suis le régime des garanties autonomes. Il dit que c'est un autre débat. Si je peux me permettre d'ajouter un petit quelque chose. En fait, si je prends les deux exemples que vous avez donnés, je suis d'accord avec ma collègue, il y a des éléments qu'on retrouve dans la pratique. Et ça relève de la technique contractuelle. Quand on nous parlait de garantie de bonne exécution, je ne sais pas si c'est prévu maintenant dans le code civil togolais, je ne sais pas trop, mais je sais que par exemple, quand vous prenez le code des obligations civiles et commerciales du Sénégal, ce n'est pas prévu. Mais cela ne signifie pas que dans la pratique, on n'a pas recours à cela. Alors, moi je trouve aussi, peut-être que vous êtes allé un peu trop loin, parce que quand vous nous dites garantie contre les vices cachés et tout ça, après, vous prenez l'acte uniforme relatif aux droits portant sur le droit commercial général, les règles relatives à la vente, vous y avez des règles relatives à la vente. Même dans le COCC, si c'est une vente civile aussi, on a ces questions de garantie contre les vices cachés. Donc, je pense que après, il y a des questions qui véritablement ne relèvent pas du droit national, puisqu'on est dans le droit WADA en tant que tel. Alors, je profite juste pour donner des pistes de solutions par rapport à la question que vous avez posée, le sort de la caution. Réalisation de la caution, même si le débiteur principal fait l'objet d'une procédure collective. D'abord, j'aimerais que vous précisiez c'est quelle procédure collective. Est-ce un redressement judiciaire? Est-ce une liquidation des biens? Est-ce un règlement préventif? Donc ça aussi, c'est un aspect à préciser. Deuxième élément, j'aimerais que vous précisiez également, peut-être que vous n'avez pas la réponse aussi à ça, mais je pense que c'est des pistes de solution. Est-ce que la procédure a été introduite avant le nouvel acte uniforme? Parce que, puisque je regardais tout à l'heure l'article 257 de l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, donc l'acte uniforme s'applique uniquement aux procédures collectives qui sont introduites après son entrée en vigueur. Donc là aussi, il faut qu'on sache quand est-ce que la décision, disons, la procédure a été engagée. Si c'est avant, ou si c'est l'acte uniforme de 98 qui va s'appliquer, ou c'est l'acte uniforme de 2015 qui va s'appliquer. Pour une raison simple, parce que avec l'acte uniforme de 2015, je parle sous le contrôle du président de la CCJA, certaines cautions ou co-obligés bénéficient de la suspension des poursuites individuelles. Là aussi, il faudrait aussi qu'on soit un peu plus précis par rapport à tous ces pistes de solutions-là. Donc je vais laisser la parole à... Alors votre question portait sur, c'était de savoir en quoi l'agent des sûretés était une garantie pour les banques. Donc l'agent des sûretés n'est pas une garantie pour les banques. L'agent des sûretés est une sécurité pour les pools bancaires. Donc il faut bien faire la distinction. C'est une sécurité dans la mesure où l'agent des sûretés est là pour représenter les créanciers, donc la collectivité des créanciers, notamment les pools bancaires. Donc ce n'est pas du tout une garantie, c'est un mécanisme qui est mis en place pour faciliter les rapports entre les débiteurs et les garants. Mais en plus, les garanties existent bien dans la mesure où il y a un patrimoine qui sera affecté à l'agent des sûretés. Donc il n'est pas une garantie pour les banques, il est surtout une sécurité qui permet également de faciliter les investissements. Voilà. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair. Merci. Je vais d'abord revenir sur la question relative à l'intitulé du thème. Garantie en droit au WADA. Effectivement, comme Mme Diaye l'a dit, c'est parce que nous avons été dirigés par le thème de parler donc des garanties en droit au WADA. Tout à l'heure, je disais qu'il y a un débat, et on l'avait même commencé avant d'entamer ce panel, c'est que le législateur WADA, et là, moi aussi je parle sous le contrôle du président de la CCJA, le législateur WADA, l'article 4, de l'acte uniforme sur les sûretés, s'agissant des sûretés réelles est très clair.
ne sont valables que celles qui sont constituées suivant ce qu'a prévu le législateur. Mais l'alinéa précédent dit, au sens du présent acte uniforme, constitue des sûretés personnelles, l'engagement pris de payer la dette d'autrui en cas de défaillance de ce dernier ou bien de payer à première demande. Tel que dit la définition semble être large. Et si on lit un peu la doctrine, bon nombre d'auteurs disent qu'il y a liberté contractuelle en matière de sûreté personnelle, même numerus clausus en matière de sûreté réelle. Cependant, pour avoir lu certaines décisions de la CCJA, notamment un arrêt de 2016 où il était question de garantie de bonne exécution dans les marchés publics, la CCJA a annulé cette garantie. Et c'est là où je dis qu'il y a un débat. La garantie de bonne exécution, la caution d'avancée de démarrage, ce sont des techniques très habituelles dans le domaine des marchés publics qui fonctionnent comme des garanties autonomes. Mais lorsqu'un contentieux s'est posé et que cela a abouti à la Cour commune de justice et d'arbitrage, cette garantie a été annulée au motif qu'elle ne respectait pas les formes prévues par le législateur OHADA. Et notre tribunal de commerce est allé d'ailleurs aussi dans le même sens dans le cadre d'une décision qui a été rendue juste l'année dernière. J'oublie la date exacte. Donc, moi, de mon point de vue, tout en répondant à votre question, je suis un peu mal à l'aise par rapport à cette approche des garanties faites par le droit OHADA qui semble donner une ouverture en matière de sûreté personnelle, mais finalement a la même appréhension des sûretés personnelles qu'elle a des sûretés réelles. Donc, par rapport à la question sur le numerus clausus, bon, il est affirmé que la raison pour laquelle on a limité les sûretés réelles, il y a un problème d'égalité des créanciers. Le principe de base en matière contractuelle est que le patrimoine est le droit commun des créanciers. Ceux-ci sont censés être égaux. Maintenant, si la loi peut conférer certains droits particuliers à certains d'entre eux, il faut que cette loi puisse être lisible, au sens où on doit savoir par avance les cas dans lesquels le législateur peut accorder plus de droits à l'un qu'à l'autre. Cela est encore plus visible lorsqu'on parlera de classement des sûretés. On sait que tel créancier qui bénéficie d'un privilège spécial viendra avant tel autre qui bénéficie d'un privilège général. C'est ça qui est affirmé. Ensuite, ça c'est ce que dit le législateur. Mais le terme même de garantie, là je vais peut-être un peu... Le professeur Badi me taquiner en me disant universitaire, on se comprend. Le terme garantie est plus large que le terme sûreté. Là, je vais faire une remarque qui regroupe un peu les deux questions auxquelles je suis en train de répondre. La sûreté, c'est la garantie reconnue par la loi. Et la garantie, c'est toute technique qui permet au créancier d'avoir la certitude que si jamais il y a des problèmes, je peux me rabattre sur telle chose. Déjà, le droit OHADA lui-même prévoit que d'autres sûretés peuvent être prévues par d'autres matières. On a notamment évoqué les sûretés maritimes. Si vous prenez notre code de la marine marchande de 2016, il dit beaucoup de choses à propos des sûretés maritimes. Et en dehors des autres lois qui peuvent prévoir les sûretés, les parties entre elles peuvent toujours créer des mécanismes. Mais en cas de contentieux, si jamais, c'est mon opinion, si jamais la garantie telle qu'elle est rédigée semble nous rapprocher du droit OHADA, le contentieux sera connu des juridictions OHADA, mais avec le risque que la garantie soit annulée. À moins que peut-être dans la convention, vous n'ayez d'ores et déjà prévu le droit applicable à la sûreté pour laquelle vous avez eu recours. C'est possible aussi. Et c'est là où on peut voir des clauses compromissoires, peut-être pas devant une juridiction, pas devant un cours arbitral de l'espace OHADA, mais même en dehors. C'est assez fréquent. Donc, il y a véritablement ce souci peut-être un peu théorique à la base entre les concepts de sûreté et de garantie qui, dans la pratique, pose problème. Pour l'heure, moi, si je veux donner un conseil tout simple, si les parties à la Convention veulent rester en droit OHADA, que tout bonnement,
il rédige la sûreté telle que l'OHADA l'a prévue. Et comme cela, on éviterait certains contentieux qui font un peu mal. Je trouve par exemple que c'est un peu dérangeant d'annuler une garantie de bonne exécution juste parce qu'elle a été intitulée garantie de bonne exécution, alors que dans le contenu, elle fonctionne exactement comme une garantie autonome. Il m'a été posé la question de savoir si le pacte commissoire, en disant, lorsque le législateur dit qu'il porte sur un immeuble d'habitation, est-ce qu'il s'agit seulement de l'immeuble qu'habiterait peut-être le débiteur? De mon point de vue, non. Juste en vertu du principe qu'il ne faut pas distinguer là où la loi n'a pas distingué. Le législateur a dit que le pacte commissoire ne peut porter sur un immeuble d'habitation. Donc, selon moi, c'est tant l'immeuble qu'occupe le débiteur lui-même ou une autre personne. Jusqu'alors, je ne sais pas s'il y a eu une décision qui a été rendue en ce sens. Les magistrats dans la salle pourraient éventuellement nous éclairer. Oui, il a été aussi posé la question de savoir, voilà, si l'avocat rédige mal et qu'il y a un problème ensuite, l'avocat ou le notaire, bref, le juriste rédige mal. Je crois qu'il y a une question semblable hier à propos du pacte d'actionnaires. Tout simplement, le rédacteur qui rédige mal s'expose à la mise en œuvre de sa responsabilité professionnelle. Parce que autant l'avocat dira en matière de contentieux, je suis tenu d'une obligation de moyens, je peux tout faire pour obtenir une décision, mais si la décision n'est pas bonne, ce n'est pas ma faute, c'est la faute au juge. Autant en matière de conseil, l'avocat est tenu d'une obligation de résultat. Vous ne pouvez pas mentir à votre client. Et également, comment savoir s'il y a hypothèque ou pas, puisque tout le monde n'a peut-être pas le réflexe d'aller vers le RCCM et tout. Déjà, je voudrais préciser que je parlais du recours au RCCM pour savoir si un immeuble est grevé d'hypothèque dans le cadre d'une relation d'affaires. Généralement, une relation d'affaires, elle va s'organiser avec beaucoup plus de rigueur. Donc, il est opportun de vérifier ça. Maintenant, si c'est dans l'hypothèse d'une vente tout à fait classique entre A et B, il y a un principe qui dit que l'acheteur doit être curieux. Lorsque vous voulez acheter quelque chose, c'est à vous de vous renseigner. Et de la même manière, le vendeur a l'obligation d'information. De façon générale, les deux doivent faire preuve de bonne foi dans la conclusion de leur transaction. Ce sont les éléments que nous avons. Certes, dans la pratique, il peut toujours y avoir des difficultés, mais lorsque vous voulez partir à une convention, il vous appartient de tout faire pour avoir le maximum d'éléments nécessaires avant de conclure la dite convention. Sauf erreur, je crois avoir répondu aux questions qui me concernent. Ah oui, il y avait une question sur la datation en paiement. À mon humble avis, si les dations en paiement concernées ont déjà été réalisées, je ne pense pas qu'elles doivent être mises en cause, puisqu'elles ont déjà été réalisées. Mais si la convention, elle est là, il n'y a pas encore eu d'exécution, la convention là s'expose à la sanction. Je voudrais encore préciser que ce arrêt de la CCJA dit, ce n'est pas que la notion de dation en paiement n'existe plus. La dation en paiement est une technique du droit des obligations pour payer par équivalent. Autrement dit, je dois de l'argent à quelqu'un, je n'ai pas pu payer, je peux lui proposer au moment, à l'échéance de cette obligation-là, je peux lui proposer un bien. Ce qui en fait est remis en cause, c'est insérer par avance une dation en paiement dans une convention comme une garantie. Donc, si cette garantie, cette convention, elle existe, et qu'il y a un contentieux tout à l'heure, cette convention, elle peut être annulée. Mais si la clause de dation en paiement avait été réalisée avant la personne bénéficiaire de la clause est devenue déjà propriétaire de l'immeuble, de mon point de vue, on ne peut pas remettre cela en cause puisque l'exécution avait déjà eu lieu. Voilà ce que moi j'en pense. Je vois que vous nous aimez bien.
Vous ne voulez pas nous laisser partir? Oui. D'accord, merci beaucoup. Ce panel est tellement riche en connaissances. Je suis commissaire à Diola. Je suis juriste, fiscaliste agréé et puis en gestion d'entreprise également. Mais c'est un apport que je voulais apporter, mais en ayant donc une formation notariale, donc une pratique notariale. Donc, je voulais intervenir sur la question que le participant a posée pour juste éclairer. Sur l'hypothèse des publications foncières et des vérifications préalables à faire, si nous nous plaçons dans l'hypothèse de garantie ou de sûreté réelle, il est d'abord de principe, avec maintenant notre loi 2018 portant code foncier, l'hypothèque doit être forcément un acte notarié. Et donc, quand vous constituez de l'hypothèque, le notaire, en tant qu'officier ministériel public, doit donc faire des recherches, les due diligences préalables, et il demande ce que nous appelons des renseignements, et donc avoir l'état descriptif au niveau de la conservation foncière, et qui relate. Et comme pour constituer l'hypothèque, il faut immatriculer le bien, donc le livre foncier porte toutes ces mentions. Et donc lorsque vous avez l'état descriptif, vous avez tous les éléments. Quelles sont les hypothèques qui ont été constituées? Est-ce que c'est le premier rang ou le deuxième rang ou le troisième rang? Vous l'avez. Dans ce cas, si c'est lorsque vous avez des informations, la banque accepte. Si la banque accepte d'être en deuxième rang, là, il prend la garantie. Si elle n'accepte pas, il ne prendra pas la garantie. Donc là, c'est bon. Maintenant, si nous nous plaçons dans l'hypothèse de la vente, si vous voulez acheter, vous voulez acquérir un bien, alors aujourd'hui, toute vente également doit être un acte notarié. Tout contrat de vente doit être un acte notarié. Donc, le notaire revient encore dans la balance. Il doit encore faire des due diligence. Vous, l'acquéreur, comme Maître Godwin l'a dit, il faut être donc curieux. Donc, vous devrez donc confier ces formalités préalables avant tout paiement au vendeur. Il fait des vérifications, il prend, si le bien est immatriculé, il prend encore l'état descriptif, il verra si le bien est grévé de charge ou non. Dès que ce n'est pas grévé de charge, alors il vous conseillera donc de conclure l'opération. Donc, il faut toujours, même si c'est un juriste, que vous allez voir, le juriste donc est tenu lorsqu'il doit vous accompagner ou vous assister dans cette démarche, de vérifier tout cela avec le notaire et donc vous dit, bon ok, vous pouvez donc conclure la vente. Voilà un peu cet apport que je voulais donner. Merci. Merci. Oui, alors. Je vous remercie. Je voudrais rebondir un tout petit peu sur l'intervention de Maître Amini-Nou tout à l'heure. J'avoue que je ne partage pas son point de vue sur le fait que lorsque le législateur Ouada parle de l'immeuble d'habitation, il s'agirait donc de l'immeuble soit occupé par le constituant ou occupé par une autre personne, donc une tierce personne. J'estime que c'est vraiment tendancieux. C'est vrai qu'on ne doit pas prévoir là où la loi n'a pas prévu d'accord, mais il ne faut pas oublier également qu'il y a l'esprit et la lettre et l'esprit de la loi. J'estime que c'est vraiment dangereux pour les banques. À ma qualité de conseil de banque, finalement, il s'agirait de quel immeuble? Un immeuble abandonné? Un immeuble totalement vétuste? Je ne pense pas que ce soit le cas. Ce que le législateur voudrait dire, c'est le domicile du constituant. À mon avis, que l'immeuble
en question ne constitue pas le domicile du constituant. Mais dès lors que l'immeuble est baillé, par exemple, donc occupé par des locataires ou affecté à des activités commerciales, etc., je pense que cet immeuble-là peut valablement rentrer dans le cadre de la garantie. Il en est de même des attributions judiciaires. Aujourd'hui, l'OADA a prévu une attribution judiciaire de l'hypothèque, par exemple. Donc je pense que dire que c'est l'immeuble occupé aussi bien par le constituant que par une tierce personne, cela revient à dire que les banques ne recouvreront jamais leurs créances à travers ces garanties. Je vous remercie. Je veux juste une intervention sur cette question-là. Alors, ce que Maître a dit tout à l'heure, il n'a pas tort non plus, hein, parce que là, c'est une question d'interprétation d'une disposition. Mais là, maintenant, la question est de savoir s'il faut adopter une interprétation extensive ou une interprétation restrictive de cette notion-là d'immeuble d'habitation. Certes, moi, je suis d'accord avec vous. Moi, je ne suis pas pour l'interprétation extensive. Disons que l'immeuble à usage d'habitation, ça peut être l'immeuble à usage d'habitation, le domicile du débiteur ou bien le domicile d'un tiers. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec cette interprétation extensive dans la mesure où, imaginez l'hypothèse où on est face à un débiteur, par exemple, de mauvaise foi, qui peut mettre son immeuble en bail, ses immeubles, ou bien même ses immeubles, qui peut avoir comme activité professionnelle de mettre ses immeubles en bail. Et dans cette hypothèse-là, qu'est-ce qui va se passer? Tous ces immeubles-là vont échapper à cette possibilité-là de les mettre en attribution conventionnelle, de permettre une attribution conventionnelle pour ces immeubles. Donc je ne suis pas d'accord avec cette interprétation. Mais il a parfaitement raison quand il dit qu'il ne faut pas distinguer là où la loi ne distingue pas. Parce que ce n'est pas pour rien. Donc la démarche du législateur. Pour ce qui concerne l'attribution judiciaire, il dit clairement que la condition que l'immeuble ne soit pas à usage d'habitation pour le débiteur et sa famille. Et là, il précise. Pour l'attribution conventionnelle, il dit à la condition que l'immeuble ne soit pas à image d'habitation. Comme ça, d'une manière générale. Donc ça prête à équivoque. Il faut une interprétation. Et moi, en tant que représentante de la doctrine, mais j'ai le droit d'interpréter. Et moi, je compte pour l'interprétation restrictive de cette disposition. Et je crois que les praticiens vont nous aider à ça. Les avocats vont plaider cela, les magistrats sont audacieux le jour où ils auraient à rendre une décision dans ce sens. Je crois que l'interprétation extensive est dangereuse. Et comme je me sens interpellé, je réagis. Cette interprétation que j'ai faite n'est pas forcément mienne. C'est d'ailleurs une autre partie de la doctrine qui dit cela. Parce que le texte n'a pas procédé à une limite. Maintenant, à supposer que ce fût cette interprétation extensive qui soit adoptée, je ne pense pas que nécessairement les banquiers seront privés de garanties sûres. Puisque le texte parle des immeubles à usage d'habitation. Donc, un immeuble qui est mis à bail professionnel peut faire l'objet du pacte commissoire. Donc, je ne pense pas nécessairement que s'il y avait interprétation extensive, la banque n'aurait plus droit à rien. Mais aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça, c'est sous réserve que nous ayons une décision. Parce que pour l'heure, comme on le dit souvent dans ce genre de cas, la doctrine est divisée. Donc, je crois que c'est nos tribunaux, nos cours, qui nous permettront de savoir si le législateur a peut-être oublié d'ajouter également à l'article 199 ne soit pas usage d'habitation pour le débiteur et sa famille. Parce que j'aime bien cette formule qui dit que tout ce qui va sans dire va mieux en le disant. Donc, comme
le législateur ne l'a pas dit. Si jamais le problème se pose, j'ose croire que les juges pourront nous situer. Donc, nous envoyons la balle dans leur camp. Merci. Voilà. Malheureusement, on est obligé d'arrêter, même si moi également j'ai ma position par rapport à la position des uns et des autres. Mais ce sera après un débat, voilà, certainement à la pause. Voilà. Donc, nous vous remercions en tout cas de la patience. Je remercie également les exposants de la clarté de leurs propos. Je vous remercie.